Avec Marius Murunga, on apporte un monde de questions, des réponses avec de grands esprits. Ensemble, on bâtit un nouveau savoir. Chouette idée, Tikato Saladeba. Chouette idée, Tikato Saladeba. Avec Marius Murunga, on apporte un monde de questions, des réponses avec de grands esprits. Ensemble, on bâtit un nouveau savoir. Chouette idée, Tikato Saladeba. Chouette idée, Tikato Saladeba. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Choc d'idées sur Kinshasa Télévision. C'est un réel plaisir, comme toujours, d'être chez vous pour partager ce moment. À l'initiative donc du ministère de la Justice, il s'est tenu à Kinshasa du 6 au 16 novembre dernier, les États généraux de la justice. Quelles sont les résolutions qui sont sorties de ces États généraux de justice et quel impact sur la révision de la Constitution ou le changement de la Constitution, justement. C'est de ça qu'on parlera aussi dans cette émission, parce que le président de la République l'a dit à Kisangani et il a confirmé dans le Haut-Katanga sa volonté de voir la Constitution de la RDC être révisée ou encore changée. D'où vient cette Constitution? Quels sont les enjeux? Quels sont les termes même utilisés? Est-ce qu'il faudra parler de révision de la Constitution ou du changement de la Constitution? Quelles sont les conséquences? D'où vient la Constitution actuelle? Pourquoi une révision de Constitution? Autant de questions que vous vous posez, que nous nous posons. Et nous allons essayer donc d'en parler tout au long de cette émission pour avoir des éclaircissements, non seulement des juristes, mais aussi des politiques et des journalistes. Alors, pour parler de ça justement dans cette émission, j'ai des invités, comme toujours sur ce plateau. À mon extrême gauche, nous avons Monsieur Faustin Simanga. Il est donc communicant et cadre de LGD, Leadership, Gouvernance pour le développement, le parti d'Augustin Matata Pogno, donc vous l'avez remarqué, il est politique. Et tout de suite à sa droite, c'est le professeur Christian Kabangué. Il est professeur de droit à l'université de Kinshasa. Il est avec nous aujourd'hui, c'est un habitué de ce plateau. Et à l'extrême droite, il y a professeur Grace Mouaoua. Il est docteur en droit, professeur d'université, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Et pour joindre l'utile à l'agréable, juste à ma droite, monsieur Charles Dimanja Wembi. Il est journaliste, mais témoin comme journaliste des accords de Sun City qui ont amené à où on est aujourd'hui, à la Constitution dont on parlera tout à l'heure dans cette émission. Donc, autant des questions que vous vous posez sur cette Constitution. Mais premièrement, parlons de la justice parce que ça va être l'entrée en jeu. D'abord, bonjour à vous tous. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire partie de ce débat. Il faut dire que c'est très difficile de trouver des gens qui se contredisent dans ce débat, surtout ceux qui sont contre de vouloir se mettre devant les juristes pour parler justement de cette question épineuse qui est en train de bouleverser, de faire parler l'opinion. Merci à vous d'avoir accepté d'être ici avec nous pour en parler justement. Merci. Alors, c'est tellement énorme comme sujet. Je me pose la question de savoir si dans une seule émission, on sera en mesure de finir tout ce débat. Au lieu d'aller tout droit chez les juristes, je voudrais revenir vers vous, cher aîné, grand frère Charles Dimanja Wembi. J'ai dit, vous êtes journaliste et vous avez été témoin comme journaliste aux accords de Sun City qui, au fait, plus tard, engendrera la Constitution du jour dont on parle aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez un peu nous relater les circonstances dans lesquelles ces accords ont été mis en place? En fait, après de pérégrination en pérégrination, rappelez-vous, la classe politique a voyagé un peu partout en Afrique pour essayer de trouver un accord et mettre fin à la guerre qui déchirait ce pays. Il y a Addis Abeba, Gaborone, Lusaka, et finalement, on a fini à Sun City, en Afrique du Sud. La classe politique est arrivée à se mettre d'accord pour mettre fin dans notre pays. Donc, on a signé un accord global et inclusif pour mettre fin à la guerre, pour mettre fin à la partition de notre pays au prorata de conquête ou de conservation des territoires
que ce soit par le pouvoir central de Kinshasa à l'époque ou le mouvement des rébellions. C'est comme ça qu'au sortir de Sun City, le pays est sorti réunifié. Et donc, cet accord sera mis en place, si je me trompe, par le Conseil international d'accompagnement de la transition. C'était ça, en ce moment-là, déjà? Ou c'était des Congolais qui se sont mis ensemble? Non, ce sont des Congolais, parce que quand à Sun City, on signe l'accord global et inclusif qui met fin à la guerre, qui met fin à la partition du pays, alors on met en place un texte qui va permettre de gérer la période de la transition. C'est comme ça qu'on a eu un système de gouvernement, de gouvernance avec un président de la République, avec 4 vice-présidents. Un monstre à 4 têtes. Alors, justement, je voulais qu'on commence par là parce qu'on va atterrir à la Constitution de 2011, parce que de là, de cet accord, naîtra la Constitution de 2003, contredisez-moi si je me trompe, et puis après la Constitution de 2006 qui sera révisée en 2011, qui nous régit jusqu'à aujourd'hui. Ce qui veut dire que Kabila Lepère, quand il arrive au pouvoir, il met de côté la Constitution de la République du Zaïre, et après, donc, les belligérants se mettent ensemble. Il s'autoproclame président de la République. Il y a la rébellion qui se déclare, et de cette rébellion, ils vont se mettre ensemble pour créer cet accord de Sun City. Une fois au pouvoir, ils se mettent d'accord qu'il va y avoir un système d'un président et de 4 vice-présidents. Il y a cette constitution. C'était juste pendant la période transitoire oui. qui devait préparer ce que l'UDPS a toujours appelé le retour à la légalité républicaine. Voilà, 2003. Et puis après, il y a la constitution finalement adoptée en 2006. Parmi les grands changements de la dernière constitution, c'est que les élections passeront de 2 tours à 1 tour. Et ça, c'était la constitution qui a été révisée, vous nous direz, ou changée sous référendum en 2011. Alors, non, il n'y a pas eu de référendum en 2011. Il n'y a pas eu de référendum. Il y a eu le référendum en 2006, lorsqu'il s'est agi d'adopter... 2005, je crois. La constitution de 2006. Issue de l'accord global et inclusif. OK. Signé en Afrique du Sud. Alors, à ce moment-là, des Congolais se sont retrouvés au pays, pas à l'étranger, notamment à Kisangani, à Sibisimi, un coin que je connais très bien, un coin calme. C'est là qu'ils ont réfléchi pour pondre l'actuelle constitution. Alors, l'actuelle constitution, justement, les juristes sont avec nous. 2 termes qui nous embrouillent, nous les Congolais lambda. On parle de la révision de la Constitution et du changement de la Constitution. Professeur Kabangé, vous, dites-nous, c'est quoi une révision de la Constitution? Faites comme si vous nous donniez cours. Ok, merci beaucoup pour la parole. Alors, avant de comprendre c'est quoi la révision ou le changement de constitution, il faut d'abord comprendre c'est quoi une constitution, n'est-ce pas? Et dans la définition, on va dire classique d'une constitution, techniquement, on présente la constitution d'abord sur le plan formel. C'est la loi fondamentale. C'est d'elle que toutes les autres lois tirent leur source et elles doivent être conformes à la constitution. Donc ça, c'est la définition formelle, c'est la loi fondamentale. La définition matérielle de la Constitution, c'est que la Constitution, c'est justement ce texte, cette loi fondamentale qui organise, n'est-ce pas, l'exercice du pouvoir dans un pays, l'agencement des institutions, les rapports entre l'État et ses citoyens, notamment en rapport avec les droits fondamentaux, et puis voilà, les finances publiques et tout ce qu'il y a. Donc, c'est ça qu'il faut retenir concernant la définition de la Constitution. Alors, on distingue généralement entre les constitutions souples et les constitutions rigides. Une constitution est souple lorsqu'elle peut être modifiée, parce que là, je commence déjà à répondre à votre question indirectement, lorsqu'elle peut être modifiée suivant les mêmes procédures qu'une loi ordinaire. OK ? Mais elle est rigide lorsqu'il y a une procédure un peu plus compliquée. Par exemple, lorsqu'il faut aller pour la modification par voie de référendum ou par voie de majorité qualifiée. Il faudrait, par exemple, passer à une modification au 3/5 dans notre Constitution. Donc, vous comprenez dès lors que la révision, quand on parle de révision, c'est-à-dire qu'on a la même Constitution, mais on change certaines de ses dispositions. OK ? Ça, c'est la révision. Mais le changement de Constitution signifie qu'il y a rupture avec l'ordre constitutionnel qui existe,
et on va vers un nouvel ordre constitutionnel. Alors, maintenant, on va prendre le professeur Moua. Professeur, est-ce qu'une constitution peut être changée? Je prendrai une minute pour vous remercier, Marius, d'abord pour l'invitation à ces prestigieux plateaux. Et par l'occasion, je commencerai par saluer également mes co-débatteurs. Pour répondre à la question, je crois que la question elle est pertinente, mais la réponse elle est très simple. Toute constitution, disons, la constitution est un texte juridique comme tout autre texte. Et à ce sujet, elle peut être changée, elle peut être révisée. Et justement, quand on parle de la modification, on voit la révision de la constitution. Mais quand on parle du changement, ça dépend. Il peut s'agir d'un changement par la révision des dispositions clés qui fondent l'âme même de la Constitution. Chez nous, c'est le fameux article 220 de la Constitution. Mais il peut s'agir également d'un changement de Constitution par l'écriture ou l'élaboration d'une nouvelle Constitution qui, justement, vient remplacer la précédente qui tombe. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a les débats entre les publicistes sur, on va dire, la portée abrogatoire d'une constitution. C'est vrai qu'en droit congolais, il n'existe pas à ce jour une disposition dans la constitution qui permet l'abrogation d'une autre constitution. Mais je crois qu'il y a plusieurs techniques qui peuvent conduire soit à la révision de la constitution, soit à la révision changement de la constitution, ou au changement pur et simple de la constitution. Je vois que M. Charles Dimanjarembi est en train de hausser la tête. Ça se voit, ça s'annonce intéressant. Je reviendrai à vous. Permettez-moi de donner la parole au politique qui est avec nous. Justement, c'est de ça qu'il s'agit. On va parler de ça. Vous, parce que vous êtes un parti d'opposition, vous êtes opposé à l'idée même de la révision de transition aujourd'hui en République démocratique du Congo ou à son changement. Nous sommes contre le changement de la Constitution. Je vais même aller plus loin. Nous ne voulons pas qu'on touche à la Constitution. Révision, changement, nous ne voulons pas qu'on touche à la Constitution parce que nous estimons, en tant que parti politique et en tant que porteur de la voix du peuple, qu'il n'y a pas lieu aujourd'hui de pouvoir changer la Constitution parce que les conditions de vie de Congolais ne dépendent pas de la Constitution. L'amélioration des conditions de vie ne dépend pas de la Constitution, ils dépendent plutôt de la gouvernance et du leadership. Vous avez remarqué que depuis plus de 6 ans, le peuple est en train de pleurer pour l'eau, l'électricité, les embouteillages, les conditions de vie en général. Est-ce que pour améliorer ces conditions, il faut changer la Constitution? Ceux qui nous suivent vont répondre par le négatif parce que nous estimons que la ville de Kinshasa, par exemple, nous sommes sur une chaîne qui veut une image positive de Kinshasa. Est-ce que la ville de Kinshasa aujourd'hui est dans un état où on peut se dire, on se donne les luxes, il faut engloutir les millions sur une démarche de changement de constitution ou plutôt arranger les routes ou plutôt rendre la ville de Kinshasa vivable? Parce qu'aujourd'hui, vous savez que la politique a échoué ou les politiques ont échoué sur plusieurs plans. Sécuriser la ville de Kinshasa, par exemple, c'est aussi mettre le peuple congolais dans des conditions de vie adéquates. Est-ce qu'on a fait ça? Est-ce qu'on arrive à le faire? Ou plutôt, on veut distraire la population avec des questions de changement de constitution. Vous voyez, on va passer plus de 40 minutes sur ces plateaux pour parler du changement ou révision. On va faire du juridisme, on va parler français, mais à la fin, sur terrain, on va rentrer, on serait dans des embouteillages. Je ne sais pas comment vous avez fait pour arriver à temps aujourd'hui, mais il y en a qui ont pris une moto. Même le pasteur Dallot, le pasteur de notre président de la République, a pris une moto pour aller clôturer Bunda 21. Donc, ça, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, mais je ne l'ai pas vu. Vous comprenez, vous comprenez que c'est essentiel. Je fais le tour du contexte politique actuel pour justement voir qu'il n'y a pas opportunité pour que nous puissions toucher à la loi fondamentale. Pour quelles raisons nous voulons toucher à la loi fondamentale? Parce que ce qui doit être fait pour le peuple congolais ne nécessite pas qu'on puisse changer de constitution. Très bien, je sais, j'ai eu raison d'avoir invité un politique parce que c'est très important de voir aussi l'angle que vous donnez. Si je vous ai compris, vous êtes en train de dire que tant que la situation, la situation sociale de la population n'est pas améliorée, il n'y a pas de raison
de changer la Constitution parce qu'il n'y a aucun article de la Constitution qui interdit au président de Effectivement. changer cela. Ok. Mais vous êtes d'accord avec moi, vous étiez en train de hausser la tête, qu'une Constitution peut être révisée et qu'elle ne dépend pas forcément, comme le dit le politique, à une situation sociale quelconque. D'ailleurs, ça peut influencer. Oui, mais ça dépend, quand on dit révision, changement, ça dépend des enjeux qu'il y a derrière ce concept-là. Mais s'il ne s'agit que d'amender une constitution pour l'adapter aux réalités du moment, moi je ne vois pas pourquoi on doit soulever des tempêtes. Je ne vois pas. À moins que les politiques ou les politiciens aient une autre idée derrière la tête. Changement, révision, qu'ils nous disent exactement qu'est-ce qu'ils veulent. Mais quand ils disent changement, révision, ils ne nous disent pas quel est cet article qui fâche dans la Constitution qui mérite d'être révisé ou motiver carrément le changement de la Constitution. Justement, On ne nous dit pas. ces articles, on en parlera tout à l'heure. On ne nous dit pas. Il y a des gens qui soutiennent le changement de cette Constitution parce que justement, ils sortent ces articles, on en parlera tout à l'heure avec les spécialistes en droit. Quelles sont, selon vous deux, les circonstances qui peuvent amener à changer justement une Constitution? Parce que la Constitution, comme vous l'avez dit, professeur Kabanga, elle peut être échangée. Mais dans quelles conditions est-ce qu'il faut utiliser la politique pour le faire? Alors, merci beaucoup. J'aimerais quand même qu'on essaye d'établir les termes sur le débat, disons, et de recadrer le débat. C'est-à-dire que il faut commencer par faire une distinction entre les questions d'opinion qui peuvent diviser les politiciens pour dire, par exemple, cette constitution, elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Ça, ce sont des questions d'opinion sur lesquelles on a parfois une opinion subjective. Mais si vous me posez la question en tant que technicien de droit, je vais vous dire que même la plus belle des constitutions doit subir une évaluation au fil du temps pour voir si elle est ou elle reste en adéquation avec la réalité politique, économique et sociale du peuple. Il n'y a aucun pays qui échappe à ce processus. Si vous allez interroger les grandes démocraties au monde, vous allez par exemple voir que les États-Unis ont amendé leur constitution 27 fois. La France, que l'on admire des fois comme un modèle de démocratie, a changé de constitution 15 fois. Et elle a, depuis 1958, révisé sa constitution 24 fois. Donc ce que je veux dire, c'est que le Congo, en tant qu'État, ne peut pas échapper à cette réalité. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut faire une évaluation pour savoir est-ce que la constitution, qu'on ait une opinion, qu'elle soit bonne ou mauvaise, à un moment, il faut faire cette évaluation pour savoir est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise. Alors, est-ce qu'il faut aller pour une révision ou un changement de constitution? C'est prématuré de le dire. Pourquoi? Parce qu'il faut faire cette évaluation. Faire cette évaluation, arriver à déterminer ce qu'il y a à changer dans cette constitution. Or, il y a des choses qui ne peuvent changer que par le biais du changement d'une constitution. Vous avez posé la question de savoir quelles sont les circonstances qui peuvent conduire au changement d'une constitution. Généralement, on parle des faits politiques tels que la révolution, le coup d'État, n'est-ce pas? Mais au-delà de ça, il faut d'abord apprécier les facteurs qui peuvent conduire à la rupture avec l'ordre constitutionnel qui existe. Il y a notamment la crise de légitimité. Quand il y a une crise de légitimité, on peut passer, n'est-ce pas, partir vers un nouvel ordre constitutionnel. Il y a la question aussi du fonctionnement, la stabilité des institutions politiques. Lorsqu'il y a une instabilité qui est de nature à paralyser l'État, on peut aller vers un nouvel ordre constitutionnel. Il y a la question de la violence militaire. Avec la guerre et tout ça, ça peut occasionner la rupture avec l'ordre constitutionnel qui existe, n'est-ce pas? Et puis, il y a les aspects économiques. On a vu ça avec le printemps arabe, n'est-ce pas? Où les gens, on avait marre de la situation économique et ils sont allés vers la révolution. Alors, ce que j'aimerais dire, et j'aimerais qu'on me comprenne très bien, c'est qu'en droit constitutionnel, on fait une distinction entre ce qu'on appelle la transition démocratique et la transition constitutionnelle. Ça veut dire quoi? Qu'on s'est habitué à parler beaucoup plus de la transition démocratique, c'est-à-dire on pense qu'il faut d'abord qu'il y ait, j'ai donné les événements au coup d'État ou pour aller vers un nouvel ordre constitutionnel. C'est ce qu'on voit généralement dans la pratique. Et là, la transition démocratique coïncide généralement avec ce qu'on appelle la transition constitutionnelle.
le passage d'une constitution vers une autre. Mais on peut avoir une transition constitutionnelle sans forcément se retrouver dans l'hypothèse d'une transition démocratique. N'est-ce pas? Et je ne sais pas si je dois aller jusqu'à expliquer. On va y revenir. On sent qu'on est je encore... vais revenir sur ça. D'abord, vous n'êtes pas d'accord? Non, moi, ça dit, j'ai posé la question ici, parce qu'il ne faut pas que les politiciens nous perdent. Vous avez parlé pour les États-Unis d'amendement de la Constitution. Pour la France, vous avez parlé de changement de Constitution. Dans les deux cas, c'est dans quel cas nous nous trouvons aujourd'hui? S'agit-il tout simplement de revoir quelques articles de la Constitution pour les adapter au contexte du moment, ou tout simplement balayer la Constitution qui est là pour la remplacer par un autre? En fait, l'enjeu, c'est ça. On va revenir sur cette question-là, mais avant, on va revenir sur ça. Professeur, ici, nous avons, à l'initiative de ce changement ou révision de Constitution, le président de la République qui tient, qui insiste, qui en parle tout le temps. Est-ce que c'est dans ses prérogatives? Est-ce que le président de la République a le pouvoir d'initier un changement de Constitution? Merci Marius. Je crois qu'il faut commencer par retenir que la révision constitutionnelle est constitutionnelle. C'est constitutionnel. Voilà. La révision constitutionnelle est constitutionnelle. Et donc, il suffit de lire les dispositions des articles 218, 219 et 220 pour se mettre à l'évidence que la révision constitutionnelle est effectivement constitutionnelle. C'est prévu dans la Constitution. Il ne faut pas qu'on se leurre. Mais est-ce que le président de la République... Bien évidemment, le président de la République a compétence pour initier des actions tendant à obtenir une révision constitutionnelle. Il en a pleinement le droit. Et c'est constitutionnel. Et moi, je n'ai pas suivi, pour répondre à la question ou à la préoccupation de mon aîné Charles, qui est à ma gauche, quelles sont les dispositions qui doivent être révisées? Je crois qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs dispositions. Aujourd'hui, par exemple, nous parlons de la suppression du Sénat. On ne peut pas aujourd'hui arriver à supprimer les Sénats sans réviser la Constitution. Aujourd'hui, nous parlons, tout le monde, j'ai suivi encore au moment de la nomination d'abord de Samalou Kondé et de l'actuelle première ministre Judith Suminwa, qui s'est écoulé plusieurs mois. Mais on se pose des questions, mais pourquoi il devait s'écouler autant de mois? Alors que c'est d'ordre constitutionnel. C'est établi dans la Constitution que le Premier ministre est issu de la majorité à l'Assemblée provinciale, et donc à l'Assemblée nationale, excusez-moi. Et donc cette majorité doit d'abord se dégager parce que, on va dire, la forme de l'État actuellement est telle que le gouvernement, le Premier ministre et son gouvernement répondent de leurs actions devant l'Assemblée nationale. Et donc, ils tirent leur légitimité de l'Assemblée nationale. Et pour cela, il faut justement qu'on dégage cette majorité. Et c'est ce qui, on va dire, rend lourde la procédure tenant à nommer un Premier ministre. Ce qui est différent, par exemple, du Sénégal, vous avez suivi, au moment où le président sénégalais a été élu et entré en fonction, je crois 2-3 jours après, ou même le lendemain de son investiture, il a directement nommé un Premier ministre. Ça, ce sont des questions qui doivent absolument être, on va dire, balayées dans la révision constitutionnelle. Il y a plusieurs questions. Aujourd'hui, par exemple, vous avez l'article 81, in fine, de la Constitution, qui reconnaît encore au président de la République la compétence de nommer les mandataires publics dans les entreprises publiques. Or, c'est depuis 2008 qu'il y a eu la réforme des entreprises publiques. Et en 2012, nous avions adhéré à l'OHADA. Voilà des questions majeures qui nécessitent d'être révisées parce que, en mon sens, en tant que professeur de droit des sociétés et de droit des entreprises publiques, le président de la République, à ce jour, n'a plus compétence pour nommer les mandataires publics dans les entreprises du portefeuille. Voilà des questions majeures. Il y a plusieurs questions. Je peux prendre la question de la langue officielle. On en parlera tout à l'heure. Justement, il y a plusieurs questions. Monsieur Simanga, n'est-ce pas là, quand on entend tout ça, un appel justement, enfin une réponse qui est attendue de vous, l'opposition de la part du président de la République, pour dire venez, on se met ensemble, on réfléchit sur des choses que nous pouvons changer dans notre nouvelle constitution? Je veux vous dire que le président de la République n'a jamais fait cet appel-là. Il n'a jamais appelé le Congolais à venir réfléchir parce que ce n'est pas quelqu'un qui est consensuel. Le consensus, ce n'est pas dans son mode opératoire. Il va être le Jupiter qui décide. Il n'y a personne qui pourra me faire changer d'avis. Il est le Jupiter. Mais on sait tous comment ces types de postures finissent. Et avant de revenir vers votre question, je souhaiterais que les intellectuels qui sont sur ces plateaux ne puissent pas tomber dans les pièges de la stratégie politique de l'Union dite sacrée. Vous allez nous dire que
il faut supprimer les Sénats. Dans quelles conditions? Avec la fragilité de l'État tel qu'il est aujourd'hui, on supprime les Sénats. Comment on va faire pour qu'il y ait un contrepoids entre les institutions? Donc, vous voulez qu'on change tous les systèmes politiques parce qu'on veut, dans le fond, protéger les troisièmes mandats ou permettre à ce que le président de la République puisse avoir un troisième mandat. Justement, l'opposition, C'est vous êtes en ça, train de reprocher. c'est ça la motivation réelle. C'est la motivation politique derrière cette fameuse idée de changement ou de révision constitutionnelle. Mais je veux peut-être tenter d'éclairer ceux qui nous suivent sur cette question. Pourquoi il y a une communication double sur deux fronts en même temps? Il y en a qui parlent de révision constitutionnelle, il y en a d'autres qui parlent du changement, justement parce qu'ils veulent avancer camouflés, parce qu'ils savent que les peuples, à partir du moment où vous les dites qu'il faut changer la Constitution, on connaît les conséquences derrière. On passerait donc à la 4e République, ce qui veut dire que le président de la République actuelle aura la possibilité de se représenter. Les intellectuels sur ces plateaux ne vont jamais vouloir assumer cette posture parce qu'ils ne sont pas politiques ou ils ne sont pas présentés ouvertement comme tels. Mais si on voit les arguments qui sont donnés sur les plateaux, sous couvert d'une casquette scientifique, nous, on est politique, on l'assume. Mais il y a une couverture des casquettes scientifiques, mais on sait qu'ils sont en train d'avancer camouflés parce que justement, ils veulent vendre cette idée du changement de la Constitution. Nous voulons que les peuples congolais puissent voir clairement que le président de la République souhaite avoir un 3e mandat. Puisque nous, en tant que politiques, on voit ça, on veut l'empêcher d'avoir un 3e mandat parce qu'il ne va pas pouvoir l'avoir. Voilà, vous avez une réaction parce qu'il vous a... Bien sûr. D'abord, je pense que quand on a ses opinions, il faut les assumer. Il ne faut pas prétendre que forcément, si l'autre a une opinion contraire, il est forcément politique. Ce que je dis relève de la technique du droit. J'ai commencé par dire que même si vous avez la plus belle des constitutions, elle doit subir des amendements à un certain moment donné parce qu'il faut la mettre en adéquation avec la réalité. Et je constate d'ailleurs que le politique se contredit. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il a commencé par dire qu'il n'y a aucune adéquation entre la Constitution et le social. Mais curieusement, il semble être opposé à la suppression du Sénat. Et c'est là que je vais vous démontrer qu'il y a un lien entre la révision constitutionnelle et les aspects économiques du fonctionnement de l'État. Le Sénat, sur une législature, prend près de 2,5 milliards, n'est-ce pas? Sur une législature. Si on supprimait le Sénat sur une législature, on va faire des économies de 2,5 milliards. Cet argent peut être reversé dans des programmes économiques pour la population, n'est-ce pas? Alors, lorsqu'on vient avancer ici, lorsque le collègue Mouawa parle de la suppression du Sénat, ce n'est pas forcément avec une perspective politicienne, c'est avec une perspective technique. Et donc, lorsque vous dites une chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'adéquation entre la révision de la Constitution et le social du peuple, évidemment, je comprends que c'est un argument populiste, n'est-ce pas? Mais après, il faudrait remonter le débat pour comprendre qu'il y a des révisions, il y a des réformes dans la Constitution qui ont un impact sur les finances publiques. Je termine rapidement sur la question l'enjeu ou l'agenda politicien. Je pense que je l'ai déjà dit dans une émission. Il faudrait élever le débat. J'insiste beaucoup sur ça. Pourquoi? C'est vrai, on craint d'aller vers un changement de constitution parce qu'on craint qu'il y ait soit de glissement ou que le président sollicite un autre mandat. Mais dans la technique juridique, je l'ai dit une fois, c'est que c'est une suspicion qui est permanente. Ça veut dire quoi? Qu'on ne va pas refuser d'analyser froidement la question des réformes constitutionnelles parce qu'il y a cette crainte-là. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que si on ne fait pas ces réformes maintenant, je peux vous garantir qu'elles vont nous suivre à la prochaine législature. Et lorsque le prochain président voudra le faire, cet argument sera toujours là. Parce que l'on change la Constitution, qu'on remette le compteur au premier mandat ou au deuxième, on a la possibilité de solliciter un autre mandat. Ça veut dire quoi? Que si on se bloque dans cet argument de bas étage, la République va rester enfermée dans cette constitution sans jamais procéder aux réformes constitutionnelles parce qu'on se dit non, le président veut glisser. Mais cette suspicion, elle est permanente. D'accord. Elle existe avec Tshisekedi, elle existe avec Kabila. Vous l'avez déjà dit, elle va exister avec le président qui vient juste après. Vous l'avez déjà dit, une réaction rapidement avant que je passe à la question. Moi j'ai suivi, parce qu'on parle du président Tshisekedi, j'ai suivi le président de la République, chef de l'État, dans toutes ses allocutions, tant Taki Sangani
que dans le Grand Katanga, je ne l'ai pas suivi dire une seule fois qu'il souhaitait changer de constitution. Non, il a dit s'il faut changer la constitution, on va le changer. Je n'ai pas dit une seule fois. Ouais. Il n'a pas dit une seule fois qu'il souhaitait changer de constitution pour se présenter pour un troisième mandat. Au contraire, il a dit clairement qu'il n'avait aucune intention de s'éterniser au pouvoir. Et donc l'analyse que nous faisons aujourd'hui, que nous faisons maintenant, que nous faisons depuis quelques années, ce sont des analyses qui tendent à aboutir à une révision de la Constitution ou à un changement de Constitution justement pour adapter les dispositions constitutionnelles actuelles aux réalités, aux circonstances, on va dire, socio-économiques et culturelles du Congo actuellement. Et donc on ne peut pas aujourd'hui, par exemple, continuer à utiliser uniquement le français comme seule langue officielle, comme seule langue de travail, alors que, vous le savez, la RDC a ratifié plusieurs traités, accords internationaux, a adhéré à plusieurs organisations internationales où la langue du travail, c'est l'anglais. Et aujourd'hui, il y a plusieurs écoles au Congo qui ont l'anglais comme unique langue, on va dire, d'enseignement. On ne peut pas aujourd'hui continuer, par exemple, à tenir justement les assemblées provinciales, sachant qu'en réalité, dans leur effectivité sur le terrain, les assemblées provinciales ne font pas un travail sérieux, ne produisent pas grand-chose. Et donc, nous souhaitons qu'il y a plusieurs réformes à effectuer. Nous devons garder un Parlement monocaméral avec uniquement l'Assemblée nationale. Nous devons uniquement supprimer, par exemple, les assemblées. Ça, c'est vous qui pensez que c'est des choses qu'il faut, les réformes qu'il faut apporter. Les réformes qu'il faut apporter. Supprimer les assemblées provinciales, donner la possibilité au président de la République. Alors, dans ces cas, je vous mettrai dans la peau du politique, comme ça vous pouvez avoir un adversaire politique devant vous pour discuter de ça. Ça ne me dérange pas. Comme ça, voilà, je vous mets dans cette peau-là. Vous étiez en train de réagir tout à l'heure. Je crois que les politiciens ne se cachent pas derrière leur petit doigt. Le problème ici, c'est la distribution du pouvoir entre le chef de l'État et le gouvernement. L'actuelle constitution... La main nous empêche de voir votre joli visage. Oui. L'actuelle constitution dépouille le président de certaines de ses prérogatives. Le président est irresponsable devant le Parlement. C'est le Premier ministre qui gère au quotidien, qui répond de sa gestion devant le Parlement. Ici, on voudrait que le président ait suffisamment de pouvoir pour impulser la gestion de l'État. Alors que la Constitution de 2006 rend le Premier ministre responsable devant le Parlement. Donc, cette Constitution voulait la primauté des institutions sur les hommes forts. Quand vous voyez, il y a un mélange de parlementarisme, de présidentialisme, c'est un peu flou. Il faut être clair. Alors donc, il faut réfléchir. Il faut être clair. Il faut aller réfléchir, il faut faire des réformes. Lorsque Étienne Tshisekedi est élu à la conférence nationale. Bon, je rappelle d'abord que vous avez travaillé avec Étienne Tshisekedi, vous avez été notamment son attaché de... J'étais le directeur de service de presse à la primature. Directeur de service de presse à la primature. L'acte portant disposition constitutionnelle dépouiller Mobutu de tout le pouvoir. Dépouiller Mobutu de tout le pouvoir. Le président inaugurait les chrysanthèmes. Il faudra peut-être qu'on revienne à ça. Parce que le problème du Congo depuis 1960, c'est un problème de légitimité. Pourquoi il y a tout le temps de guerre? Pourquoi il y a tout le temps de guerre? Pourquoi les gens veulent s'éterniser au pouvoir? C'est ce qui entraîne des guerres à tout moment. Alors cette fois-là, on s'est dit, il faut qu'on ait des institutions fortes et stables, plutôt que de faire la promotion des hommes forts. Alors, parmi les articles dont parle le président de la République, c'est-à-dire que des articles qui motivent ces changements de constitution, il parle de l'article 217. Professeur Kabange, vous pouvez réagir aussi parce que je pense que vous pouvez réagir à ça parce que ça peut être politique en même temps. Est-ce que l'article 217 de la Constitution qui pose problème, le président a parlé du risque d'abandonner notre souveraineté aux États voisins. Alors, comme on peut le voir donc sur ces écrans, donc cet article est dit, la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de sa souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine.
Alors, je veux dire que j'ai fait quelques recherches dans ce sens-là. Peut-être qu'on va voir notamment cet article. Il y a le Sénégal qui a un article plus ou moins similaire. On peut voir ça à l'écran, où il parle aussi de l'abandon d'une partie de son territoire, de sa souveraineté pour la République du Sénégal peut conclure avec tout État africain des accords d'association ou de communauté comprenant l'abandon partiel ou total de sa souveraineté. Mais ce que j'ai remarqué dans cet article sénégalais, c'est qu'il y a eu un gros, je ne sais pas si je dois appeler ça préambule, où ils définissent plus ou moins tout avant d'atterrir là. Mais chez nous, c'est vraiment là. Alors, pourquoi est-ce que cet artiste, on doit craindre justement, vous les juristes, cet article 217 Qui commence Allez-y. Ok. Merci Marius. Je crois que je me sens mieux placé pour expliquer le contexte de 217 et même l'arrêt de la Cour suprême de justice agissant comme Cour constitutionnelle à l'époque, parce que j'y ai travaillé il y a plus de 10 ans sur cette question. Il n'y a pas que 217. On ne peut pas analyser 217 sans revenir à 216, 215, 214, 213. En réalité, les articles 213 à 217 de la Constitution forment ce que moi j'appelle le droit constitutionnel du droit international. Ce sont les 5 articles et les seuls 5 articles de la Constitution qui traitent du droit international. Parce que comme vous pouvez le savoir, toutes les matières de droit ont un fondement constitutionnel. Alors, le 5 février 2010, la Cour suprême de justice du Congo, agissant comme Cour constitutionnelle, consultée par le chef de l'État à l'époque, le président Kabila, au moment où la RDC s'apprêtait à adhérer à l'OADA. Le président Kabila a saisi la Cour suprême de justice pour demander justement s'il y avait contrariété des normes entre les dispositions du traité de l'OADA et des actes uniformes et les dispositions de la Constitution, notamment en ce qui concerne cette question d'abandon partiel de souveraineté. Dans son arrêt du 5 février 2010, la Cour suprême de justice, réagissant justement à la requête du président de la République, a estimé qu'il n'y avait aucune, aucune inconstitutionnalité et qu'il n'y avait aucune embûche pour le président de la République de signer l'acte d'adhésion justement de la RDC à l'OADA. Mais seulement la Cour suprême de justice, en théorisant sous l'article 217, a estimé que toutes les dispositions en rapport avec le traité de l'OADA, notamment en ce qui concerne le transfert de compétences législatives des États partis au traité de l'OADA, au Conseil de ministres, qui est, on va dire aujourd'hui, l'organe législatif de l'OADA habilité à adopter les actes uniformes qui sont des textes législatifs. Il y a aussi la compétence attribuée à la Cour commune de justice et d'arbitrage en ce qui concerne les matières de cassation en droit sur les actes uniformes. La Cour suprême de justice, théorisant sur l'article 217, a estimé qu'il n'y avait aucune contrariété à l'article 217 et que toutes ces clauses étaient des clauses de transfert de compétences et de limitation de souveraineté. Le professeur Kabanga a fait une longue étude sur la question, je crois qu'il pourra aussi intervenir. Et donc, moi je pense que le président de la République, alors là je mets dans la peau de politique, le président de la République n'a commis aucune faute lorsqu'il a estimé que cet article 217 devait être révisé. Parce que la Cour suprême de justice, à son époque, en théorisant ce 217, a estimé que cet abandon partiel de souveraineté s'est justifié, on va dire, pour le besoin de l'unité africaine, par un transfert de compétences et une limitation de souveraineté. Pourquoi pas aujourd'hui modifier cet article 217 et dire clairement que la République démocratique du Congo peut conclure des traités comportant un transfert de compétences ou une limitation de souveraineté que de garder simplement comme ça. C'est bien beau de dire, voilà, il y a eu au Togo, il y a eu au Sénégal, il y a eu au Tchad et tout ça, mais est-ce que le Congo, c'est le Tchad? Est-ce que le Congo doit absolument avoir dans sa constitution une disposition simplement par le fait que cette disposition figure dans une constitution sénégalaise? Alors, pas du tout. Justement, l'opposition, vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Hein. C'est juste des astuces, c'est des faux fuyants, selon vous. C'est clair. Notre très cher compatriote scientifique de son État a du mal à s'en sortir de son côté politique, justement parce qu'il sait que derrière les tapis judiciaires, il y a un tapis politique sur lequel le président voudrait bien s'érouler. L'objectif avec cette actualité sur le changement de la Constitution, on ne le dira jamais assez, c'est un 3e mandat. Ils ne vont jamais le dire tout haut parce qu'ils savent que les Congolais sont jaloux avec leur Constitution.
puisqu'ils veulent un troisième mandat, ils se servent de la justice, qui est malade d'ailleurs, comme béquille pour pouvoir avoir un troisième mandat. L'objectif, c'est de pouvoir avoir un troisième mandat. C'est ça. Ils peuvent aller faire du juridisme, dire que la Cour constitutionnelle s'est positionnée de telle ou de telle façon. Nous le savons que les tests n'ont pas de problème. Nous savons que les problèmes du Congo, c'est les hommes, pas les tests. C'est les hommes, les problèmes du Congo. Si, par exemple, le parti politique du président de la République, pour ne pas citer l'UDPS, était en mesure de gouverner, il ne pouvait pas... D'accord, là, c'est un autre débat. Bon, Parlons ouais, de la... c'est- pardon, c'est- excusez-moi. c'est- ça fait partie de la Constitution. C'est un parti qui traite la Excusez-moi, question... ma question, c'était autour de l'article 217, dont le président pense que c'est un article qui pose problème. Quelle est votre réaction là-dessus? Non, mais, vous allez me permettre de répondre en citant l'UDPS, parce que l'UDPS aussi soutient cet article 220 ou l'interprétation que le président de la République, qui n'est pas juriste d'ailleurs, a évoquée. Vous comprenez que le président de la République a l'objectif politique. L'article 217, c'est un tapis politique qu'il utilise pour justifier son agenda. Il utilise l'article 217 comme tapis politique pour justifier son agenda. Donc l'article 217 ne pose pas de problème. Ça n'empêche pas le président de la République de pouvoir s'occuper du peuple congolais. Vous avez déjà dit ça. On va Ça- pas revenir ça sur ça ça. n'empêche Je pas... voudrais justement intervenir sur l'article 217, je ne sais pas, quand il y avait la guerre d'Angola, quand il y avait la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, notre pays, c'était une partie de sa souveraineté pour aider des pays qui étaient en guerre, pour recouvrer leur souveraineté. Nous avions, ici à Kinshasa, la base arrière du FNLA. Au Congo-Brazzaville en face, c'était le MPLA. Nous avons apporté de l'aide en Afrique du Sud et ce n'est pas pour rien qu'une fois libéré de la prison en Afrique du Sud, Mandela est venu ici pour remercier notre pays. C'était dans le cadre, je crois, de cet article 217. Je crois que c'était dans le Qui cadre existait déjà. qui existait déjà. Ouais. 217. Ouais. Pour la cause de l'unité africaine. Donc pour vous aussi, cet article... Non, ne parce pose que pas de quand problème. j'entends un pasteur dire que l'article 217 dit qu'il faut donner 300 km carrés à chaque État, mais c'est grave. Alors, professeur Kabange, C'est grave. vous avez justement écrit sur cet article. Qu'est-ce que vous voulez nous enseigner? Voilà, je vais, c'est tellement technique que je vais vraiment essayer de redescendre un peu. Allez-y. Mais la première remarque que j'aimerais faire, c'est que je vous ai dit au départ qu'il faut faire très attention avec les questions qui relèvent des opinions politiciennes et les questions techniques. Mais lui aussi dit que, voilà, il Est-ce- pense que vous, les juristes, justement... Non, Excusez-moi, vos théories font que le président de la République, justement, il utilise vos théories que vous êtes en train de développer pour des motivations politiques. Permettez-moi de reprendre. Ok. Déjà, je peux vous dire ici, parce qu'il a évoqué les réformes de la justice. Les réformes de la justice ne vont pas conduire à un troisième mandat. Elles ne touchent pas aux matières qui sont protégées à l'article 220. On va revenir sur ça. N'est-ce pas? Ouais. Les réformes, la réforme de l'article 217 ne peut pas conduire à un troisième mandat, parce qu'elle ne remettra pas le compteur à zéro. N'est-ce pas? Ça, c'est l'opinion que je vous donne, elle est purement technique. Elle n'a rien à voir avec, justement... Donc, si on touche à cet article, on on n'ouvre pas la peut, Constitution. on peut réviser l'article 217 sans que ça ne donne au président de la République le droit de se représenter. Ça, c'est purement technique. Et là, je vais donner l'explication technique, n'est-ce pas, sur l'article 217. Il faut savoir ceci, et j'aime ce qu'il a dit. Le président de la République n'est pas juriste. Donc, quand il parle dans sa peau de politicien. Il dit des choses... Ça envenime la situation sur le plan social. Pas forcément. Si. Pas forcément. Pas forcément. Permettez-moi d'expliquer, vous allez comprendre où se situe le problème de l'article 217. La première des choses, c'est que l'article 217 pose un problème conceptuel. N'est-ce pas? Le problème conceptuel, c'est lorsqu'il utilise l'expression abandon partiel de souveraineté. Le seul argument qu'on trouve à vous dire, c'est qu'il y a des États qui reprennent ça. Mais il faut aller au-delà et entrer dans le débat théorique, la théorie du droit. Lorsque vous mettez l'article 217 en rapport avec l'article 5 de la Constitution, vous vous rendez compte qu'il y a un problème, n'est-ce pas, au niveau conceptuel. L'article 5 de la Constitution consacre une forme de souveraineté. C'est la thèse du compromis. Je ne veux pas aller dans les détails parce que c'est vraiment théorique. Ouais, éloignez-vous un tout petit peu du micro. Ouais. Voilà, merci. Donc, c'est la thèse du compromis entre la théorie de la souveraineté nationale et la théorie de la souveraineté populaire. On vous dit que la souveraineté
appartient au peuple. Ça, c'est la théorie de la souveraineté populaire. Mais c'est une souveraineté nationale. Nationale, ça veut dire, ceux qui ont étudié cette théorie, que c'est une souveraineté qui est une, indivisible et imprescriptible. Ça veut dire quoi? Que dans l'esprit du constituant congolais, on ne peut pas concevoir que la souveraineté soit quantifiable. Elle ne peut pas être divisée. Donc, lorsque l'article 217 parle d'un abandon partiel, on suppose que la souveraineté devient un concept qui peut faire l'objet d'une division. Ça, c'est le point de vue technique. Voilà pourquoi, et j'aime ce que le professeur Mouawa a dit, dans l'arrêt de la Cour suprême de justice à l'époque, on a utilisé une expression qui mettrait tout le monde d'accord, autant les juristes internationalistes que les publicistes internes. C'est l'expression transfert de compétences ou exercice en commun de compétences, n'est-ce pas? Alors, lorsque vous quittez ce débat conceptuel, l'aspect conceptuel, il y a un autre aspect qui touche, n'est-ce pas, à l'aspect contextuel. Vous pouvez me parler du Sénégal, vous pouvez me parler de tous ces pays. Ils n'ont pas connu la même situation que notre pays. Le Congo est en train d'aller vers sa 3e décennie de guerre d'agression. Un peuple qui a connu une guerre d'agression. Un peuple à qui on répète à chaque jour balkanisation, balkanisation, balkanisation. Dès qu'il écoute l'expression abandon de souveraineté, il y a une psychose. Donc, il y a un effet psychologique. C'est un problème de terme alors qu'il C'est faudra ce que changer. je dis. Ouais. Si vous suivez le discours du président de la République, le président de la République n'a pas remis en cause, l'adhésion au principe de l'unité africaine. Il n'a pas remis en cause. Nous n'avons pas remis, moi je ne remets pas en cause cela. Mais le problème de l'article 217, c'est un problème technique. Alors, il faudrait qu'il soit libellé dans des termes qui donnent une certaine garantie à la conscience nationale. Qu'est-ce que cela veut dire? L'article 217, c'est un article qu'on utilise dans le contexte de l'intégration régionale, n'est-ce pas? Dans les techniques d'intégration régionale, l'État transfère certaines compétences à une organisation internationale, n'est-ce pas? Comme les EAC. Oui, bien sûr, l'EAC et bien d'autres organisations. Mais lorsque vous regardez certaines constitutions, n'est-ce pas, non seulement elles n'utilisent pas forcément l'expression abandon partiel de souveraineté, mais elles posent un principe qui constitue une garantie pour la collectivité nationale. C'est le principe de réciprocité. Ça veut dire quoi? Que l'article 217, au lieu de dire la République démocratique du Congo peut conclure des traités et des accords d'association comportant abandon partiel de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine, on dira ceci. Sous réserve de réciprocité, virgule, la République démocratique du Congo peut conclure des traités et des accords comportant transfert ou exercice en commun de compétences dans le but de réaliser l'unité africaine. Bon, d'accord. Professeur, vous ferez partie de cette commission. C'est tellement technique, c'est pour tellement faire technique cette proposition. Si telle, c'est la religion, justement, de cet article était ça. Mais je ne vois pas comment la population, disons ceux qui soutiennent le président, disent que c'est en fait la mise en vente ou la cession d'une portion. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je n'ai pas compris. La cession d'une portion du territoire national. Parce que dans l'entendement de l'opinion publique aujourd'hui, 217 signifie la cession d'une partie ou d'une portion du territoire national. Mais je peux rapidement reprendre sur ça. Oui. Donc, je vous ai dit que c'est une question très technique, n'est-ce pas? Lorsque vous rentrez dans l'évolution, n'est-ce pas, des relations internationales et du droit international, vous allez remarquer que les États qui sont nés par association ou par dissociation sont nés par la technique d'abandon partiel de souveraineté. Donc la psychose et la peur, elle est justifiée. Elle est justifiée. Prenez l'exemple du Kosovo. Le Kosovo a fait un référendum, ce qu'on appelle un référendum semi-caché en 91, je pense. Mais ce référendum n'a pas obéi aux principes, par exemple, qui sont édictés chez nous à l'article 214, qui voudrait qu'on ait un référendum national. Donc, mais ça n'a pas empêché, par exemple, les Kosovars de se déclarer indépendants et d'avoir la Cour internationale de justice reconnaître la déclaration unilatérale d'indépendance. Je vous dis que c'est très technique. D'accord. Donc, la psychose qui existe dans la population, elle peut se justifier avec justement la situation qui est à l'Est.
n'est-ce pas? Et je vais peut-être revenir sur ça, parce qu'il faut qu'on revienne sur ça. Il y a un problème avec la Constitution actuelle, parce que, en réalité, on n'a pas réglé, n'est-ce pas, la question de l'instabilité à l'est du pays, qui nous a été importée, justement, avec la situation qui existait déjà à partir des accords de Sun City. N'est-ce pas? Ouais. C'est une raison aussi qui peut emmener la nation congolaise, évidemment, à réfléchir sur un nouvel ordre constitutionnel, n'est-ce pas? Parce que la question, évidemment, c'est tellement technique que je ne sais pas comment trop redescendre, la question de la nationalité, qui a été un compromis, qui nous a été transféré de Sun City Oui, l'article 10 de la au Constitution. Parlement de transition Qu'on à peut la voir. nouvelle Constitution, est-ce que vous êtes sûr que ce compromis-là reflète aujourd'hui les aspirations du Est-ce peuple que- congolais? Excusez-moi, la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Allez-y, monsieur Limandja. Oui, moi, je voulais revenir justement à l'ordonnance du président Mobutu à l'époque, qui octroyait une nationalité collective à une communauté, alors que l'obtention d'une nationalité, c'est une démarche tout à fait individuelle. Je crois que l'erreur est venue de là. Parce que quand on a supprimé, on est revenu suite à cette ordonnance de Marshal Mobutu, c'est là que la guerre a commencé. Je suis bien d'accord, mais de C'est là que la guerre a commencé. principe, la nationalité d'origine ne s'octroie jamais collectivement, Voilà. en droit. Ça ne se fait pas, n'est-ce pas? C'est ça l'erreur. C'est comme ça que... Mais je suis d'accord, mais après, pourquoi avoir déplacé les termes de la nationalité congolaise d'origine de 1860 à 1960 quand on va à Sun City? Il y avait un agenda politique derrière ça. Qu'est-ce qu'on nous a dit? C'est que ceux qui se sentent exclus, n'est-ce pas, veulent être reconnus comme Congolais parce que sinon ils vont prendre des armes, n'est-ce pas? Alors on fait le compromis. Il passe de la constitution de transition à la constitution de 2006, n'est-ce pas? Si vous lisez l'alinéa qui vient après ça, on reste sur 1960. Ok, on est d'accord. Alors expliquez-moi pourquoi, 3 ans après l'adoption de cette constitution, en 2009, les mêmes individus rentrent prendre des armes à l'est du pays. Aujourd'hui, on a le M23. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Qu'il y a des compromis qui nous ont été transférés de Sun City avec certaines prétentions et un certain discours qui ne reflètent pas aujourd'hui les aspirations du peuple. Alors n'est-ce pas? d'accord, avant qu'on Donc, passe à autre chose, monsieur Simanga, votre réaction rapidement, si vous avez quelque chose à dire, sinon on passe à autre chose. Bon, je préfère qu'on passe à autre chose, sinon ça va ouvrir un autre débat. Oui, parce que lequel? les questions, je veux rester sur le fait que nos intellectuels ne devraient pas tomber dans les pièges que le président de la République est en train de le tendre. Parce que justement, vous voyez qu'il y a un flou sur les motivations politiques du chef de l'État et il se sert de l'aspect technique tel que présenté pour pouvoir créer justement ou servir des psychoses. Parce que la Non, mais si on ne doit population... pas suivre justement ces Non, aspects, non, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais en fait, ce qu'il faut faire, Oui. c'est améliorer les conditions de vie du Congolais. Ah, d'accord. Et là, la Constitution n'a rien interdit dessus. Mais si le est-ce président... que c'est lié? C'est-à-dire que Pour nous, pour changer la Constitution, il faut d'abord améliorer les conditions de vie. pour nous, ce n'est pas lié du tout. Mais alors- Pour améliorer les conditions de vie, on n'a pas besoin de changer de Mais et Constitution. l'inverse. Je veux revenir sur la question de l'Est. L'Est, aujourd'hui... Non, a mais été- est-ce que l'inverse tient? On n'a pas forcément besoin que les conditions sociales de la population soient bonnes pour changer quelque chose qui n'a rien à voir avec les conditions sociales. C'est-à-dire que c'est pas lié. Non, mais bien sûr qu'il y a une nécessité qu'on puisse améliorer les conditions de vie. Oui. Vous n'allez pas dire que la priorité serait la Constitution au lieu de prioriser les peuples congolais. Si on gouverne, si on est élu ou présenté comme étant élu, c'est justement parce que nous voulons, ou le président de la République a le devoir de pouvoir s'occuper de la population. On ne peut pas reléguer les conditions de vie du peuple congolais au second plan et prioriser la Constitution parce qu'il y a un agenda politique derrière. Nous insistons parce qu'en réalité, le président de la République sait que la seule façon qu'il peut se maintenir aujourd'hui au pouvoir, c'est de changer la Constitution. Il le sait. Les intellectuels sont
dans leur rôle, ils sont en train de mettre en avant les aspects juridiques, ils sont en train de faire leur travail, ils sont formés pour ça. Mais au-delà de ça, et ils ne sont pas politiques, ils ne veulent pas se présenter comme tels, mais le président de la République qui est politique, il sait justement qu'en mettant en avant ces débats, il va se servir de leurs arguments politiques pour se maintenir au pouvoir. Et ils ne veulent pas l'admettre. D'accord. Alors, on va continuer justement. Parlons on va peut-être finir par là, finalement, de ce changement de constitution que tout le monde craint, notamment touché à l'article 220. Mais le professeur Christian, vous allez nous dire. Donc, c'est un article qui, au fait, si je parle vraiment comme un Congolais lambda, c'est un article qui est le cadenas de la Constitution. Donc, l'ouvrir va faire en sorte que, au fait, cette Constitution devient caduque et qu'elle n'existe plus. Qu'est-ce que dit cet article 220, professeur Mouawa? Je vais lire l'article 220 de la Constitution. Voilà ce qu'il dit. La forme républicaine de l'État, à son alinéa premier, la forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peut faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Ça, c'est l'alinéa premier. L'alinéa deuxième est formellement interdit toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Vous lirez avec moi dans cette disposition 220 de la Constitution, vous verrez nulle part qu'il est dit que cette disposition ne peut faire l'objet d'aucune révision. On est donc d'accord. Mais non, mais il y a quelque part dans la Constitution un article qui dit que tels articles sont... C'est quoi ce quelque part? Parce que là, je ne suis pas juriste. Vous parlez avec un professeur d'université. Laissez-moi vous dire Excusez-moi, que professeur. cet article 220 est ce que j'appelle un protecteur sans protection. On va dire que c'est cet article 220 qui verrouille. C'est à quel niveau qu'il verrouille? À son article premier, justement. Qu'est-ce qu'il dit? À son alinéa premier d'abord. Il dit quoi? Ensuite, à son alinéa deuxième, il dit la forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement et ainsi de suite ne peut faire l'objet d'aucune révision. Il y a ceci, ça veut dire il y a 6 matières à l'alinéa premier et puis il y a 2 matières à l'alinéa deuxième qui forment au total 8 matières, article 220. L'article 220 est ce que j'ai dit avant cette émission, j'ai accordé plusieurs interviews où j'ai dit que cet article 220 est un protecteur sans protection. En d'autres termes, que ça veut dire? Ça veut dire que cet article 220, justement, verrouille certaines dispositions sans se verrouiller lui-même. C'est clair, parce que cet article 220 dit ceci, la forme républicaine de l'État, qui renvoie à un article de la Constitution, ne peut faire l'objet d'aucune révision. Le nombre et la durée des mandats du chef de l'État ne peut faire l'objet d'aucune révision. Mais il ne dit pas que cet article 220 lui-même, que lui-même ne peut pas faire l'objet d'aucune révision. Je crois que c'est clair. Vous avez vu l'agenda politique derrière. S'il vous plaît. C'est une question de bonne foi. Moi, je suis technicien. Moi, je ne suis pas religieux pour parler de bonne foi. Moi, je suis technicien. Je dis ce que disent les textes. Et comme professeur d'université, j'ai la compétence d'interpréter une disposition. C'est ça ce qu'on appelle la doctrine en droit. Oui. Et moi, j'estime, comme d'ailleurs plusieurs autres professeurs d'université, comme plusieurs grands constitutionnalistes, que cet article 220 verrouille sans se verrouiller lui-même. Et je crois qu'on l'a lu. Donc, il suffit, s'il vous plaît, il suffit de lire l'article 197 de la Constitution belge pour voir que cet article-là, presque pareil à celui-ci, verrouille les matières et à la fin, il se verrouille lui-même. Il dit, voilà, telle matière ne peut faire l'objet d'aucune révision, mais même aussi 220, pour 197, il dit, 197 ne peut pas faire l'objet d'une révision constitutionnelle. Et donc, nous nous retrouvons dans une situation où, si aujourd'hui, parce que je dis, Monsieur Simanga ne va pas me contredire, j'ai suivi toutes les allocutions du président de la République, chef de l'État, je ne l'ai pas suivi une fois dire qu'il voulait s'éterniser au pouvoir. Il va jamais le dire. Il a dit qu'il n'avait aucune intention de s'éterniser au pouvoir. Il a dit tout ce qu'il veut, c'est léguer aux enfants congolais une constitution adaptée aux réalités congolaises. Alors maintenant, voilà comment il faut. Vous n'êtes pas naïf. Si aujourd'hui nous souhaitons modifier, justement, c'est pour réviser les matières verrouillées par 220, il suffit de recourir à ce que nous appelons en droit, et particulièrement en droit constitutionnel, la technique de la double révision constitutionnelle. Cela consiste justement à réviser 220, et une fois qu'on lève le verrou, toutes ces matières qui renvoient à des dispositions verrouillées seront verrouillées, déverrouillées. Merci. Alors, moi, j'ai compris une chose. C'est ça l'impensé du discours. Ouais. C'est ça l'enjeu caché. Alors, quand vous dites ce que vous venez de dire là,
justement, ça ouvre certaines interprétations. Ah oui. Ça veut dire que vous nous avez montré aujourd'hui qu'en fait, cet article Qu'on peut les débrouiller. qu'on pensait protéger notre Constitution Il est n'est sans pas protection. verrouillé. Je ne porte pas la parole au nom du chef de l'État. Non, 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 je n'ai pas dit ça. Je porte J'ai la pas dit parole ça. au nom du droit Je parle- et en mon nom propre. Et D'accord. là, je suis en train de faire une lecture scientifique de l'article 220. C'est Mais tout ce que est-ce Je que n'ai nous pas sommes dit, sans protection? je n'ai pas une seule fois dit ici sur votre plateau que le chef de l'État avait l'intention de réviser l'article nous apprenez 220 comment pour déverrouiller modifier cet article. le nombre et la durée des mandats. D'ailleurs, Je le peux dire débat, un mot. le débat lancé par le chef de l'État, ce n'est pas le débat de réviser la Constitution, c'est le débat de changer de Constitution. D'accord. Et donc, il y a plusieurs dispositions. Moi, j'en ai répertorié 79 dispositions de la Constitution qui méritent absolument d'être changées. Professeur, je n'ai pas dit ça. Merci d'éclaircir ça parce que je pense que vous avez vous avez porté le poids de penser que vous avez parlé au nom du président de la République. Voilà, Je n'ai pas dit ça. exactement. Je suis en train de vous parler en tant que juriste. Et donc, ce que je suis en train de dire, c'est ce que je veux être sûr que moi, j'ai compris, que les gens qui nous suivent à la maison ont compris. Donc, ce que vous nous avez dit en tant qu'expert, c'est que cet article que nous pensons qui protège notre Constitution, lui-même n'est pas verrouillé. Ça veut dire qu'on peut l'ouvrir et mettre d'autres choses. Mais pourquoi vous parce devez estimer que c'est cet article qui protège notre Constitution Je alors parle- qu'il y en a plusieurs? Ah ben voilà, donc, mais quand vous parlez du président de la République, qui dit, et vous avez raison, je ne suis pas venu au pouvoir pour m'éterniser au pouvoir. Puisque vous tenez tellement, vous les juristes, au éterniser. Éterniser ne veut pas dire 5 mandats, non? Enfin, c'est un exemple que je donne. Mhm. Éterniser, ça veut dire rester éternellement. Président à vie. Mais rester 3 mandats, 4 mandats, c'est pas Dans le s'éterniser. contexte du droit C'est et pas donc constitutionnel, c'est s'éterniser. s'éterniser. Voilà. Ça veut Alors- dire que vous allez au-delà, alors- au-delà, on va dire, du maximum Ok, autorisé. c'est ça, s'éterniser. C'est ça, s'éterniser dans Ah, le d'accord. contexte constitutionnel. D'accord. Professeur Kabangé n'a pas parlé. Non, pardon. Voilà, merci. Alors, j'aimerais apporter d'abord une Vous voyez que précision. cet article 220 fâche, hein? Pas forcément, c'est Ouais. parce qu'il y a des interprétations politiciennes et il y a des interprétations techniques. OK. La précision que j'aimerais apporter d'abord, c'est que on donne l'impression que c'est le président de la République qui va se réveiller un matin et qui va changer l'article 220. C'est pas ça la procédure. Le président de la République peut initier, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il jouit d'abord de la légitimité à 73%. Et il est, conformément à l'article, je pense, 68 ou 69 de la Constitution, le garant du bon fonctionnement des institutions. Et là, j'aimerais revenir à une notion importante en droit constitutionnel. C'est la distinction entre le pouvoir constituant originaire et le pouvoir constituant dérivé. Le pouvoir constituant, pour définir très simplement, c'est le pouvoir qui écrit les constitutions ou qui les révise. Alors, le pouvoir de réviser, il est organisé dans la Constitution, n'est-ce pas? On a parlé des articles 218 et puis 219, n'est-ce pas? Alors, le pouvoir de réviser, il est organisé, ça veut dire que le pouvoir constituant originaire s'est auto-limité en précisant comment il faut procéder en cas de révision. Alors, s'il faudrait aller vers une rupture avec l'ordre constitutionnel, il faut retenir que le pouvoir constituant originaire est un fait politique et non juridique. Le pouvoir constituant originaire est absolu. Il n'est pas limité, sauf s'il choisit de s'auto-limiter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Que c'est le peuple congolais qui peut décider, et c'est lui qui va décider pour dire on va vers un nouvel ordre constitutionnel ou pas. Pourquoi? Parce que le président de la République peut mettre en place sa commission technique. On peut avoir un texte, on peut aller au référendum, les Congolais disent non. Ça veut dire quoi? Qu'on reste avec la même constitution, on reste dans le même ordre constitutionnel. Donc techniquement, ce n'est pas le président de la République qui va changer l'ordre constitutionnel. Le président de la République, j'insiste bien, avec les doubles facteurs de légitimité populaire et de garant du bon fonctionnement des institutions, peut rentrer vers le pouvoir constituant originaire, lui dire voilà ce que j'ai constaté. Et je vous ai dit qu'il y a des facteurs qui peuvent conduire à la rupture de l'ordre constitutionnel existant pour aller vers un nouveau. C'est notamment la question de l'instabilité politique. Alors, Si on analyse la question du fonctionnement des provinces, on va arriver à la conclusion que depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui,
les provinces souffrent d'une instabilité qui paralyse le développement au pays. Merci beaucoup. Allez-y, monsieur. Bon, dans la réelle politique, ça ne se passe pas toujours comme les principes juridiques. Vous comprenez qu'il y a une volonté derrière l'interprétation des dispositions de la loi. Notre très cher compatriote, qui est du reste brillant, s'est dévoilé tout à l'heure. Il a fait comprendre aux Congolais que ce que nous pensons comme étant les protecteurs de la Constitution, en réalité, on peut y entrer. C'est une chambre qui n'est pas verrouillée en réalité. Ils le savent. Et les juristes, s'ils veulent tout dire au droit, ils vont pouvoir le faire. Vous comprenez? C'est comme ça que nous, on n'est pas en train de faire du juridisme. On est dans la réelle politique. La réelle politique voudrait, oui, c'est vrai, le président de la République n'est pas celui qui va mener les processus ou la procédure du changement constitutionnel, mais nous savons du reste qu'il y a une CENI qui est gérée par les personnes contestées, qui va jouer un rôle sur les référendums. Nous savons que le Parlement, qui va jouer aussi un rôle, et c'est qu'il est, le Parlement est ce qu'il est. Et dans ces conditions-là, nous ne voyons pas comment les non pourraient l'emporter au référendum. Vous comprenez? Donc, il ne faudrait pas déjà nous dire non, le peuple peut dire non. Le peuple pourra dire non, mais on ne va pas le faire dire son non. Nous savons comment ça marche. Ça, c'est la réelle politique. C'est comme ça que nous préférons dire qu'il ne faut pas toucher à la Constitution. Et les démarches, nous allons les empêcher par les méthodes politiques parce que le président de la République, c'est un politique. Il n'est pas juriste, il est politique. Il est en train de se servir des boucliers juridiques justement pour continuer à avancer. Si on laisse le président de la République continuer à avancer, nous aurons les chaos dans ce pays. Et vous allez avoir que vos tests pour constater que nous sommes en train d'aller vers les chaos et on va toujours trouver comment, encore une fois, trouver des solutions dans les chaos qui vont venir. Et si vous ne voyez pas le danger, vous allez continuer à dire non, les principes sont là. On est d'accord avec vous. Nous n'attaquons pas vos procédures juridiques, mais nous voulons juste vous dire que le pays est dans les conditions où la République, compris comme étant la volonté du vivre ensemble, est en danger. Et ce danger-là n'est pas loin. Et c'est choquant que ce soit les fils du Sphinx qui est en train de mettre le pays en danger. C'est quand même étonnant. Le Sphinx a pratiquement donné toute sa vie pour faire en sorte que le Congo puisse être stable, pour que nous puissions consolider l'état des droits. Et c'est lui qui vient fragiliser l'état des droits, c'est le fils du Sphinx. Ça ne peut pas choquer les peuples. Alors, vous imaginez? Justement, alors pour peut-être calmer les ardeurs, il y a l'article 219 de la Constitution qui interdit toute révision pendant l'état des sièges. Est-ce que la stratégie serait de mettre fin à cet état des sièges avant d'en arriver là? Vous pouvez confirmer cet article? Je veux d'abord revenir à ça avant de toucher à cette question. Je crois que la question qui m'avait été posée, c'était de savoir ce que je pensais de l'article 220 et non pas comment le président de la République allait profiter de l'article 220 pour vous êtes suivi. Arriver au troisième vous êtes mandat. quand même suivi. Je crois que le discours plaintif que tient l'opposition, que tient les politiques depuis toujours, n'arrange pas toujours les choses. Je crois qu'il faudrait rester, on va dire, technicien, rester, on va dire, d'abord théoricien du droit, justement, avant d'utiliser le droit à des fins politiques. La technique de la double révision de la Constitution n'a pas commencé avec le Congo. D'ailleurs, je vais vous étonner, la France, en 1884, a utilisé la technique de la double révision constitutionnelle pour justement changer la question liée à la forme du gouvernement qui était scellée par la Constitution de 1975. Et donc, ça a déjà, de 1875, ça a déjà existé en France. Pourquoi ça n'existerait pas au Congo? Parce que nous sommes un État spécial. Donc, je crois que la technique de double révision, c'est une technique de droit. Et donc, ce que je pense de l'article 220, c'est que cet article est un protecteur sans protection. Il suffit d'utiliser la technique de la double révision constitutionnelle pour qu'on en arrive. Vraiment, M. Diman, en rapport avec l'article. Non, vous allez répondre. Il veut réagir à ce que Je ne tiens pas compte de l'écosystème politique dans lequel vit le pays. Il ne tient pas compte de ça. Il fait du juridisme. Quand vous lisez le préambule de l'actuelle Constitution, les problèmes de ce pays commencent depuis 1960. C'est un problème de légitimité. Il y a tout le temps des contestations. Tout le temps. C'est pour mettre fin justement à ces contestations qu'on a instauré 2 tours d'élection présidentielle. Parce qu'il ne faut pas que le président soit élu sur une assiette de légitimité très faible.
Donc, raison de plus pour revenir au deuxième Mais c'est tour. clair. Deuxième tour. C'est ça. Mais c'est clair. Ça, je suis tout à fait Raison d'accord. de plus pour Ça, je suis tout à fait d'accord. reviser la constitution. Oui, mais moi, je te- Ou du moins la Oui, mais changer. à l'époque, quand on l'a fait, moi, j'étais contre. Mais est-ce que si on doit toucher à cet élément-là, il faudra changer des constitutions ou la réviser? Je veux d'abord revenir à ça. Monsieur Dimanja pose un problème, on va dire, important. Il dit le problème du Congo depuis 1960, c'est le problème de légitimité. Mais je crois qu'il aurait plutôt évité ce débat parce que ça nous amène à distinguer la légitimité de la légalité. Mais il n'est l'ombre d'aucun doute aujourd'hui que le président Tshisekedi est légitime. Bien qu'à un seul tour des élections, il est légitime. Mais il avait été élu. Il est légitime. Combien Le de pourcents? problème, justement, il est légitime parce qu'il a été élu et après, il a été investi. Il n'est pas arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État. Mais on n'avait pas fini. Vous comprenez? de faire des Je crois que le problème de légitimité aujourd'hui ne se pose pas. Je veux revenir à la question de l'article 219. On dit aucune révision, ce qu'on appelle une limitation de révision constitutionnelle liée au temps ou à la période. On dit aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, pendant l'état d'urgence ou Faut pendant parler dans l'état les de micros, s'il siège. vous plaît. Ouais. Voilà, l'état des sièges, c'est justement l'état dans lequel se trouve la RDC présentement avec l'agression rwandaise. Mais attention, il ne faudrait pas oublier que ce sont des questions de circonstances. Il suffit de lever l'état du siège et donc cet article 219 ne sera plus mis en application. Donc je crois que ça c'est, on va dire, c'est une limitation liée à la période, mais qui ne peut pas justement à proprement parler empêcher qu'on en arrive à un changement de constitution. Parce que c'est circonstanciel. Mais qui est celui-là qui prononce l'état des sièges? C'est le président de la République. Il suffit que les conditions constitutionnelles soient réunies pour qu'il puisse lever l'état des sièges. Et donc, on n'évoquera plus l'article 219. L'agenda est Le problème clair. ne se pose pas. L'agenda est clair. L'agenda politique, c'est de pouvoir changer la constitution afin de se maintenir au pouvoir. Nous l'avons compris. Je crois que ce que dit M. Timanga peut constituer une infraction de faux bruit. Non, mais écoutez, mais en fait, vous n'allez pas agiter. Dire que l'agenda est connu, c'est de s'éterniser au pouvoir, c'est ceci, c'est cela. Vous allez Je crois que ça peut agiter- être constitutif d'infraction de faux bruit. Mais écoutez, je porte une cravate rouge, vous n'allez pas agiter la peur, croyez-moi. Donc, vous comprenez que il y a une volonté de pouvoir faire peur au peuple congolais. Croyez-moi, agiter la peur comme vous voulez, je porte une cravate rouge. Donc, vous comprenez que Ça veut il y dire a, quoi, il y a une cravate rouge la rigueur. Moi, je posais une question. C'est de l'eau versée il y a- sur il y le a- dos il y a- d'un canard. il y a- Simplement. Il y a la rigueur qu'il faut avoir. C'est comme ça que nous portons la cravate rouge, notamment la rigueur dans la gestion des affaires publiques. Nous sommes sérieux avec le peuple congolais. La peur ne nous fait pas peur. Non, mais écoutez, je croyais que vous étiez professeur, vous n'allez pas aller dans le... Non, mais vous n'allez pas aller... Vous avez parlé de la rigueur. Moi, j'ai besoin d'être éclairé. Voilà. J'ai posé une question claire. Je parlais de rigueur, je n'ai pas entendu une question. La question ne se formule pas comme ça, vous le savez. Allez-y, monsieur Dimanja. Mais pourquoi nous avons des problèmes avec la loi? C'est ça. Pourquoi nous, les Congolais, on a des problèmes avec la loi? Nous avons mis en place une constitution, pourquoi nous ne la respectons pas? Si nous sommes mis d'accord à Sun City pour mettre fin à la guerre, après avoir diagnostiqué les causes de cette guerre, pourquoi nous voulons y revenir? Le problème, c'est que s'éterniser au pouvoir, le président, sa vie, on venait de sortir d'un système de 30 ans de dictature. On s'est dit qu'on ne veut plus y retourner. C'est comme ça qu'on a dit 2 mandats suffit, vous partez. Vous laissez la place aux autres. Je peux dire un mot. Comme ça. Hmm. Ça ne donne pas envie tout le temps de croire que le seul domaine où on peut vivre et mieux gagner sa vie, c'est de faire toute sa vie dans la politique. Alors, monsieur Kabangé, rapidement. Ok. Alors, objectivement, juste répondre à la question, qu'on dit pourquoi est-ce qu'on ne respecte pas la loi, je pense que cette question ne va pas simplement aller dans le sens des détenteurs du pouvoir. Parce qu'on a, dans ce pays, une opposition qui, quand elle perd à la loyale, elle crie forcément à la tricherie. Donc, le problème, au fait, c'est ça le problème. Est-ce qu'on va dans un contrat social, tel que Rousseau l'a expliqué, il faut accepter de respecter les règles du jeu, n'est-ce pas? Je reviens sur la question de la légitimité. Pour dire qu'au fait, à mon sens, je ne pense pas
qu'il y a un problème actuellement de légitimité. C'est vrai, on est d'accord sur le principe qu'il faut repartir vers une élection à 2 tours pour que le président ait une assise sur une plus grande légitimité, mais contrairement à son premier mandat, le président, dans son deuxième mandat, a été élu à 73%. Donc ça lui donne quand même une certaine légitimité. Le vrai problème qu'on a actuellement, c'est le problème de stabilité des institutions. Lorsque vous revenez, n'est-ce pas, à la question de la procédure de nomination du Premier ministre, vous pouvez bien voir qu'il y a un problème réel qui se pose dans le fonctionnement du régime politique qu'on a actuellement. C'est comme ça, par exemple, que j'ai cru comprendre que vous souhaitez une réforme qui va dans un sens plus clair. Plutôt que d'avoir un régime mi-présidentiel, mi-parlementaire, qu'on aille soit un régime hybride parlementaire, soit vers un régime présidentiel. Et j'ai cru comprendre ça aussi dans l'explication du professeur Mouawa quand il parlait de la procédure de nomination du Premier ministre. Moi, par exemple, je vous dirais que pour avoir plus de stabilité et gagner en temps à ce niveau-là, on peut aller vers un système où on laisse le président de la République nommer une personnalité qui, elle, va aller à la rencontre de la majorité parlementaire avec un délai pour constituer le gouvernement. C'est un peu comme en Italie. Et si on ne le fait pas, à ce moment-là, le président vous démet et choisit une autre personne. Ça peut nous aider à aller de l'avant. Je reviens sur l'article 219 rapidement pour dire ceci. C'est que on vous dit, on veut toucher à l'article 219, lever l'état de siège pour glisser. Mais non. L'article 219 ne parle pas du changement de constitution. Il parle de la révision. On ne peut pas faire une révision tant qu'il y a état de siège. Ça ne veut pas dire que si on le lève, on va forcément... Alors, rapidement. Je termine en disant ceci. Oui. Que pour réviser la Constitution, on ne peut pas le faire sous état de siège parce que l'article 219 l'interdit. Donc, il va falloir lever cette mesure. Mais, pour changer de Constitution, je reviens à ce que je vous ai dit. Le pouvoir constituant originaire est un fait politique et non juridique. Il a la plénitude de pouvoir. Et si le peuple décide qu'on va en finir avec l'ordre constitutionnel actuel pour aller vers un autre... Maître, est-ce que vous pouvez identifier clairement le pouvoir, le constituant originaire? Votre micro, originaire, c'est qui? Ok. C'est le peuple congolais, voilà, consulté par voie de référendum. Okay. Voilà. Alors, on va finir par là, mais puisque j'ai introduit au début de cette émission, je parlais donc des états généraux de la justice. Rapidement, une question très, très juridique. Vous pourriez peut-être réagir à ça, Monsieur Simanga. C'est que pensez-vous des résolutions des États généraux de la justice, notamment avec la transformation du Conseil supérieur de la magistrature en Conseil supérieur de la justice? Est-ce que pour changer ça, on doit toucher à la Constitution? Bien évidemment, on ne peut que toucher à la Constitution pour changer cette question. Donc, les résolutions actuelles des États généraux de la justice donnent lieu, si on doit les appliquer... J'ai pris part aux États généraux. Oui. J'ai même été dans la commission technique et scientifique de l'Organisation des États généraux. Mm-hmm. Et je crois qu'il n'est l'ombre d'aucun doute à ce jour que la justice congolaise est malade. J'ai suivi l'une des interviews de ce que nous appelons Léon Letta, l'ancien président Léon Kengouadondo, qui dit que déjà dès son époque, comme procureur général de la République, la justice commençait déjà à s'être congolais. Et on doit admettre aujourd'hui que le corporatisme dans lequel se retrouvent les magistrats, notamment avec le Conseil supérieur de la magistrature, n'a pas beaucoup aidé la magistrature, notamment en ce qui concerne les mutations, les promotions en grade et ainsi de suite. Et donc voilà, aujourd'hui, nous sommes convaincus qu'il faut reformer cet état des choses. Nous devons aujourd'hui aller plutôt, comme l'a dit le ministre d'État, ministre de la Justice, qu'aujourd'hui, il faut que nous passions du Conseil supérieur de la magistrature au Conseil supérieur de la justice, qui inclura, effectivement, il en a été question dans le temps, que le président de la République fasse partie du Conseil supérieur de la magistrature, mais c'est vrai qu'en 2006, on est passé justement du Conseil supérieur de la magistrature dirigé par le président de la République au Conseil supérieur de la magistrature sans président de la République. Maintenant, je pense qu'il faut que nous allions au Conseil supérieur de la justice, qui inclura non seulement le président de la République, non seulement le ministre de la Justice, mais tous les autres acteurs qui interviennent dans l'administration et la distribution de la justice, parce qu'il faut admettre que la justice, ce n'est pas les magistrats. Il y a les huissiers de justice, il y a les greffiers, il y a même les justiciables qui constituent
l'organe justice. Oui, mais Donc, d'accord, il faut absolument que nous en arrivions D'accord, là, à la réforme de ce là, le sans le concept. débat, ma question, c'est autour de l'impact ou de l'impact de ce que vous Bien évidemment, proposez on là. ne peut y arriver Donc, il faut- qu'en révisant la en révisant Constitution. pas changer la Constitution. Non, mais justement, c'est-à-dire qu'il y a deux débats différents qu'il faut distinguer. La révision de la Constitution suppose que nous révisions des dispositions qui existent avec la même Constitution. Alors que le changement de Constitution, comme je l'ai dit, on peut changer de Constitution par la révision de l'article 220. On va dire qu'il y a changement de Constitution par son âme. On change l'âme de la Constitution, on change l'ordre constitutionnel, ou on peut aboutir à un changement de Constitution par l'écriture d'une nouvelle Constitution. Et donc, quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse d'une révision de la Constitution ou d'un changement de Constitution, en ce qui concerne, on va dire, l'ordre judiciaire, en ce qui concerne le pouvoir judiciaire, en ce qui concerne le Conseil supérieur de la magistrature, ce sont des dispositions de la Constitution qui doivent être absolument touchées. Voilà, une réaction rapidement avant qu'on conclue par rapport à cet article, justement, par rapport à ces dispositions des États généraux de la justice qui vont d'une certaine façon affecter la Constitution. Non, mais vous savez que nous, notre souci est que la Constitution ne soit pas touchée. Mais nous constatons aussi que l'agenda politique, nous ne le dirons jamais assez, derrière, c'est les changements de la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. Et puisque ça, c'est leur stratégie politique, ils utilisent les États généraux qui étaient censés être un cadre de réflexion totalement détaché des prétentions et des objectifs politiques. On a politisé un cadre qui devrait normalement servir à pouvoir soigner cette justice, même si nous croyons que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas les capacités, n'a pas les idées politiques pouvant permettre à ce que la justice puisse être guérie. Ça, c'est sur l'aspect politique. Et nous savons que maintenant qu'ils ont utilisé à des fins politiques les assises qui étaient censées donner de quoi guérir la justice, nous savons qu'au final, il faut que tout puisse concourir au bien de ceux qui veulent changer la Constitution. Mais nous savons que l'objectif, là, ne sera pas atteint parce que le peuple va empêcher l'union du sacré à pouvoir changer la Constitution. Donc, s'ils veulent réformer la justice, ils doivent y aller avec l'intention réelle de réformer la justice, pas réformer la justice en vue de pouvoir changer la Constitution. C'est ce que le peuple dit. Merci beaucoup. Ce sera votre mot de la fin, professeur Kabange. Oui, alors j'aimerais dire ceci, c'est que si tout le débat autour des réformes constitutionnelles doit être ramené aux intentions du président de glisser, ça veut dire qu'on n'aura jamais de réforme constitutionnelle dans ce pays. Par rapport à la justice, j'aimerais dire ceci. Je pense que, qu'on le veuille ou pas, la justice est malade dans notre pays. Et lorsqu'on dit qu'elle est malade, généralement, on repart vers la gangrène principale, c'est la corruption. Or, en droit, la corruption est une infraction binaire. Ça veut dire qu'il y a des corrompus, et il y a des corrupteurs. Alors, lorsqu'on fait le procès de la justice et des magistrats, je pense que la réforme doit tenir compte de la situation des corrompus, mais aussi des corrupteurs. Pourquoi je le dis ? Je suis d'accord pour la création d'un Conseil supérieur de la justice, n'est-ce pas, pour permettre aux autres acteurs de la société d'engager un dialogue avec la corporation des magistrats. Mais je pense, ça c'est mon avis, c'est ma proposition, que ce Conseil supérieur de la justice ne devrait pas supprimer le Conseil supérieur de la magistrature, à mon sens. Ce que je propose, c'est qu'on ait un Conseil supérieur de la justice qui incorpore en son sein le Conseil supérieur de la magistrature qui garde sa fonctionnalité, mais que les autres membres qui viennent puissent avoir des passerelles pour engager un dialogue avec le Conseil supérieur de la magistrature. Parce que le danger, c'est lequel ? C'est qu'il ne faudrait pas entamer, n'est-ce pas, l'indépendance des magistrats par un trafic d'influence ou l'obstruction qui pourrait se faire à ce niveau-là. Lorsque vous prenez les premières personnes, n'est-ce pas, qui font obstruction à la justice, on va se le dire, c'est les politiciens. N'est-ce pas? Donc, la réforme de la justice doit tenir compte de cet équilibre. Je terminerai en disant qu'on ne peut pas faire cette réforme sans toucher à la Constitution, notamment à l'article 152 de la Constitution. J'irai même plus loin pour dire que la réforme de la justice pourrait même aller dans le sens d'éclairer justement la juridiction compétente pour juger un ancien Premier ministre. C'est une question délicate, n'est-ce pas? Ça, c'est pour moi, ça. Non, ne prenez pas ça personnel. Ce n'est pas un débat de personne. On ne peut pas comprendre dans une démocratie, vous dites que vous êtes démocrate, n'est-ce pas, qu'on ait géré le pays
et qu'on ne veuille pas rendre compte à la nation. Il faut respecter la Et- Constitution. Justement. C'est la Constitution. Justement. Donc, il Que faut la changer ça. Que la Constitution nous dise quelle est la juridiction compétente pour juger un ancien Premier ministre. La Cour constitutionnelle a tergiversé justement avec un premier arrêt où elle s'est déclarée incompétente et puis elle a essayé de rattraper la situation par une procédure qui est tout sauf le droit en transformant une exception d'incompétence en exception d'inconstitutionnalité. Mais la réalité, c'est que on ne peut pas livrer la nation congolaise à un déni de justice. Elle a le droit, lorsqu'une personne a géré dans ce pays, de savoir qu'est-ce qui s'est passé et si vous devez rendre compte devant la justice, ça doit se faire. Donc, ce que je dis, c'est pas un débat de personne, c'est pas objectivement, il faudrait que les réformes de la justice nous disent aussi quelle est la juridiction compétente Merci, pour vous l'avez juger déjà un dit. ancien Premier ministre. Merci. Professeur, votre dernier mot. Voilà, je veux revenir à ce que disait mon aîné Charles tantôt lorsqu'il il essayait de brosser un peu le contexte dans lequel la Constitution du 18 février 2006 a été adoptée. Il a dit que c'était à la suite, on va dire, de plusieurs accords tendant à obtenir un cessez-le-feu. On va dire, essayer de taire les appétits gloutons des belligérants. Et donc, je crois qu'à ce stade, on est tous d'accord lorsque le chef de l'État dit que c'est une constitution qui a été taillée sur mesure à la taille des belligérants. Et donc, moi, je pense que cette constitution, en tout cas pour moult raisons avancées au cours de cette émission, qu'elle doit absolument être changée. Bon, je suis perplexe, Marius. Les juristes ont réponse à tout. Franchement, je quitte ce plateau sur ma soif. Sur ma soif. On y reviendra sûrement. Merci beaucoup. Merci de nous avoir assisté à cette émission, cher aîné Charles Dimanja Wembi. Je rappelle que vous êtes donc journaliste et responsable de la rédaction de Kinshasa Télévision. Professeur Grace Mouawa, vous êtes docteur en droit et professeur d'université. Vous êtes avocat au barreau de Kinshasa Matete. Merci aussi à vous d'avoir accepté cette invitation. Professeur Christian Kabangé, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Vous êtes aux États-Unis. Vous avez fait ce déplacement en séjour à Kinshasa pour venir sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes professeur de droit à l'université de Kinshasa. Merci beaucoup pour votre présence, professeur. Monsieur Faustin Simanga, vous êtes communicant et cadre de LGD, Leadership et Gouvernance pour le Développement, le parti politique d'Augustin Matata Pogno. Merci à vous d'avoir accepté notre Merci invitation. beaucoup pour votre invitation. Merci à vous tous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Au nom de tous ceux qui m'ont aidé à réaliser cette émission, je parle de l'équipe de Kinshasa Télévision. Je vous dis un grand merci de nous avoir suivis et je vous retrouve avec un grand plaisir la prochaine fois dans un autre numéro de cette émission Choc d'idées. Au revoir. Choc d'idées, Tikatosa débat. Avec Marius Murunga, on apporte un monde. Choc d'idées, Tikatosa débat. Avec Marius Murunga, on apporte un monde de questions, des réponses avec de grands esprits. Ensemble, on bâtit un nouveau savoir. Choc d'idées, Tikatosa débat. Choc d'idées, Tikatosa débat. Avec Marius Murunga, on apporte un monde de questions, des réponses avec de grands esprits. Ensemble, on bâtit un nouveau savoir. Choc d'idées, Tikatosa débat. Choc d'idées, Tikatosa débat.